si, Bienvenue. Hello. Merci. Oh. Qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? L'histoire en question dans la littérature maghrébine. À tout à l'heure alors. Bienvenue à la signature du livre de Edia Kada, professeur émérite de l'Université de Tunis. Renommée pour avoir rédigé de nombreux articles sur le XVIIIe siècle ainsi que la littérature francophone. Elle a déjà écrit 2 livres, Les Lumières et les Estiames, et La littérature en thérapie. Et je vous invite à découvrir son 3e livre, L'histoire en question, dans la littérature maghrébine, en vous souhaitant une bonne découverte. Voilà, donc on vous souhaite de passer une agréable séance. On attend vos retours ainsi que vos questions. Merci beaucoup. Merci aussi pour l'accueil de l'Harmattan. Merci à tous ceux qui se sont libérés pour assister à cette présentation. Donc, il s'agit d'un livre sur l'histoire en question, pas sur l'histoire, mais en question dans la littérature maghrébine. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai préparé une petite présentation. Comment est-ce qu'on peut... Ah, tu préfères toi l'utiliser, d'accord. Non, c'est la flèche. Donc voilà, je voudrais aussi remercier le préfacier Hedi Saïdi, qui est professeur à l'Université catholique de Lille, et le professeur Mohamed Jerbi, qui a fait la postface, qui est professeur et ex-doyen de l'université de Sfax, Tunisie. Voilà, donc la question qui s'est posée à moi, elle est relative au lien entre littérature et histoire. En préambule, j'aimerais dire pourquoi, justement, parce que les historiens se sont toujours inspirés de l'histoire, de la littérature, et inversement, la littérature cherche toujours à contextualiser, à faire le contexte historique, quoi. Donc, mais le lien il est à la fois en débat, il est conflictuel, il est intersectionnel, mais il y a toujours un lien entre les deux. Et alors, comment moi je suis venue à ce lien? Parce que j'ai fait une thèse qui n'est pas sur le 18e, mais la thèse de 3e cycle à l'époque existait. C'était une thèse sur la littérature coloniale. Et c'était le 3e cycle. Bon, je l'ai laissé un peu de côté pendant plusieurs années pour travailler sur le 18e siècle. Et puis après, j'ai commencé aussi à m'intéresser à la littérature maghrébine, qu'on m'a demandé d'enseigner quand j'étais prof en France. Donc du coup, j'ai fait un peu le pont entre la littérature coloniale et la littérature maghrébine. Et la question émergente, c'était l'histoire. Il y a des interrogations sur l'histoire permanentes. Alors, ce qui m'a encouragée, c'est aussi l'auteur et critique Marc Gontard, qui était doyen à l'université de Rennes et qui est écrivain aussi. Lui, il connaît très bien la littérature maghrébine. Et alors, quand je lui ai parlé de mon travail, il m'a dit « c'est génial parce qu'on n'a jamais abordé la question d'une manière globale. C'est toujours, bon, on a travaillé sur la littérature maghrébine, mais on n'a jamais fait le lien. » Alors, évidemment, ce qui l'a intéressé, donc voilà, j'explique comment, dès son émergence, la littérature maghrébine, francophone, bien sûr, parce qu'il y aurait un travail à faire sur la littérature arabophone, ou même berbérophone, orale aussi, il y aurait un travail à faire, mais là, je travaillais uniquement sur ça. Et pourquoi, je pose la question, face à l'absence d'une écriture de l'histoire du Maghreb, parce que quand les écrivains commençaient à écrire, ils n'avaient pas une histoire écrite déjà, et puis parce que la littérature coloniale, elle est face à une sorte d'un déni, il n'y a pas d'histoire. C'est-à-dire que pour eux, l'histoire commence à l'époque romaine, puis après, il y a un vide.
C'est un peu même ce que Sarkozy a dit quand il est allé à Dakar, par exemple. Il dit l'Afrique n'a pas d'histoire. Donc la littérature maghrébine choisit d'écrire ou encore de réécrire l'histoire en interrogeant mémoire et légende. Alors voilà, donc je reviens à cette littérature coloniale qui réfute l'exotisme et l'orientalisme et qui se proclame comme l'héritière de l'Empire romain en Afrique. Une Afrique latine que personne auparavant ne daignait voir. L'Afrique française d'aujourd'hui, c'est l'Afrique romaine qui continue à vivre, qui n'a jamais cessé de vivre. Et Louis Bertrand écrit dans Les Villes d'Or, « J'ai écarté le décor islamique et pseudo-arabe qui fascinait les regards superficiels. » Il dit, je ne veux pas avoir le blanc, parce que les villes arabes, c'est en blanc. Donc je ne veux pas voir le blanc, je veux voir que les pierres couleur marron, quoi. Et donc ça, c'est un petit peu le point de départ de la réflexion. Lorsque au Maghreb, en commençant par l'Algérie, puis après le Maroc et la Tunisie, on a commencé à écrire en français, en langue française, cette question était cruciale. Pourquoi? Parce que il y avait une politique d'assimilation, notamment en Algérie, menée par le colonisateur. Là, je cite Jean Desjeux, spécialiste en la matière. Il s'agissait de gommer l'autre, l'indigène, le barbaresque, il fallait le civiliser. Et ce, en imposant la langue et la culture française. La question de la langue, c'était un enjeu essentiel dans le contexte de domination. Dans la littérature maghrébine, la première question qui se pose est celle de la langue. Elle est le lieu de tous les combats. Kateb Yassine raconte que son père lui disait « la langue française domine, il faut la dominer ». Et Albert Memmi disait que c'était « il faut la dominer, mais d'une manière provisoire ». Une fois que la colonisation est vaincue, eh bien, on peut revenir à la langue. Donc lire sans parler la langue va donner lieu à un phénomène qui s'appelle la bilangue ou l'interlangue pour Abdellah Medem ou pour Schreibi le monde inversé, c'est-à-dire que quand il rentre à la maison, on parle arabe, on parle de choses complètement différentes. Quand il va à l'école, il parle, on lui décrit tout le contraire. Donc il est un peu dans ce monde un peu trouble. Alors, j'ai pris l'exemple. De revenir à voilà. J'ai pris l'exemple de Jean Amrouche, qui est un des premiers écrivains poètes, et qui a écrit L'éternel Jugurtha. Alors, l'exemple du Jugurtha est très intéressant parce que il va donc se situer avant les Romains, donc Jugurtha, celui qui a lutté contre les Romains, et qui va dire les ancêtres sont muets. Il annonce Jugurtha qui va ébranler l'autre colonial, le génie africain, l'insoumis, etc. Berbère, et j'ai pris cette citation juste pour marquer un peu cet esprit. Berbère de race est resté en contact avec les hommes de mon sang. Je suis français par la forme spirituelle et l'on peut voir en moi, unis de manière particulièrement intime, la France et l'Afrique. Alors, l'histoire coloniale, ça va donner cette ambivalence qui est déjà expliquée par Amrouche. Et ça va être des séries de ruptures avec soi-même, avec son histoire. On retrouve ça, par exemple, j'ai pris ces trois exemples, la trilogie de Mohamed Dib, La Grande Maison, L'incendie, Le métier à tisser, Mouloud Feraoun, Le fils du pauvre, donc de base, Mouloud Mavri, La colonne oubliée, et Nabil Fares, Dans la mémoire de l'absent. Là, évidemment, je vous invite évidemment à piocher un peu, voir même des résumés de ces livres pour voir que ces écritures sont vraiment des moments de rupture
avec soi, de rupture avec le temps, de rupture avec l'histoire, et ils sont très, très profonds. Alors vient ensuite donc les luttes coloniales, les luttes anti-coloniales, je veux dire, donc les nationalistes, l'émergence des nationalistes, et on va trouver par exemple au Maroc le nationalisme arabe qui émerge, la Qawmiya Arabia, et l'héritage commun au monde arabe dans le livre rouge de Ali el-Fessi. Et on va également avoir une méditation sur le passé, un passé non choisi, transmis par la domination coloniale dans le passé enterré de Abdelkrim Raleigh. En Tunisie, eh bien, bien avant l'indépendance, Mansour Ma'alla, qui va devenir un ministre de Bourguiba par la suite, écrit l'État carthaginois sera le premier ancêtre de l'État tunisien, dans une thèse qu'il a soutenue à la Sorbonne. Et Bourguiba, par la suite, dira « Je suis un Jugurtha qui a réussi ». Donc on se situe vraiment en deçà de l'Empire romain. Et depuis les indépendances, on a ce qu'on appelle le roman national, un peu comme partout. En France, il y a le roman national avec Jeanne d'Arc, etc., avec Clovis, Jeanne d'Arc, etc. Là, le roman national, il y a des choix à faire au moment des États-nations. Il y a des choix et on va explorer une identité multiple. De Nejma à la Kahina, des figures légendaires qui émergent, et on va choisir entre arabes ou berbères, carthaginois ou arabes. Et donc il y a des choix qui sont cruciaux, et on va repenser également dans les années 80 les conquêtes, par exemple arabes. Les conquêtes arabes, notamment les grands personnages qui vont être ceux qui ont introduit l'islam au Maghreb et à l'Andalous. Une des histoires qui est la plus vivante, c'est celle de Tariq ibn Ziyad, celui qui va se battre pour ouvrir Gibraltar, ça s'appelle Tariq Gibraltar, pour aller créer l'Andalous. Et cette histoire, évidemment, elle est agitée, donc tout le monde se pose des questions. C'est un dilemme, on se pose des questions. Schreibi, il fait une relecture du mythe. Boujedra, il va également se poser la question sur ce conquérant grandiose que Tariq, qui va créer l'Andalous, qui va ouvrir la porte de l'Espagne. Et il va comparer le conquérant qui devient conquis avec ce qui va se passer pendant la colonisation. À Constantine, il y aura le conquérant qui va être massacré, qui va être tué, tout cet épisode connu de l'histoire de l'Algérie. Et puis, il y a aussi ceux qui essaient de réconcilier arabes et berbères en disant que c'est un peu pas la même chose, mais disons que le berbère arabisé, c'est comme l'arabe berbérisé en fait. Alors, tout cela va donner lieu à des dérives, notamment ce que j'appelle les dérives du roman national. En Tunisie, le retour à Carthage comme matrice. Il y a plusieurs romans qui s'interrogent sur Anissa, sur Sophonisme, sur Hannibal, et énormément, jusqu'à nos jours, une littérature réellement riche qui interroge Elissa, est-ce qu'elle a existé vraiment, est-ce que c'est l'errante, est-ce que c'est la fondatrice de Carthage, est-ce que ce n'est pas Sophonisme aussi qui va se sacrifier, qui préfère mourir pour défendre sa patrie, etc. Et au Maroc, il y a aussi la revue Souffle, donc j'ai pris des points d'ancrage très forts, comme la revue Souffle, qui va être quelque chose qui va un détonateur dans le paysage littéraire.
notamment avec le roman Khaireddin Agadir. Et la revue Souffle, d'ailleurs les auteurs vont être tous persécutés par le pouvoir, etc., parce qu'ils remettent en question ce choix national de la Qawmiya Arabia et de l'arabité. En Algérie, la question berbère, face au choix politique décrété lors de l'indépendance, va donner aussi à une réécriture de l'histoire jusqu'à la flambée de 1990, où il y a eu évidemment des événements que l'on sait. J'en arrive à l'histoire du printemps arabe à partir de 2011. En Tunisie, il y a deux visions qui s'affrontent. Alors, soit le retour à la République carthaginoise, soit aller vers la Houma. Et là, il y a toute une littérature qui débat et qui s'interroge sur ces questions. Ou bien il y a l'émergence du Tunisie laïque, comme on le voit dans le roman, dans l'essai plutôt de Meded, Printemps de Tunis, la métamorphose de l'histoire. On sort carrément du modèle connu. En Algérie, avec le Hirak, alors on a des slogans comme Novembri, Badissi, qui sont soit des complémentarités, proximité, paternité, ou même pour d'autres, c'est une supercherie, enfin, c'est une déformation de l'histoire. Et il y a des femmes, par exemple Karima Aïta-Damen, dans Vendredi, il y a un recueil de poésie, elle écrit « Nous assistons à une histoire qui est en train de s'écrire en Algérie ». Donc il y a vraiment une question de remise en question toujours de l'histoire et d'une interrogation sur l'histoire. Et au Maroc, en juillet 2011, donc le printemps arabe s'est fait, j'allais dire, en douceur au Maroc, puisque tout de suite le pouvoir va donner une nouvelle constitution pour répondre aux attentes du peuple. Et là, nous avons des ouvrages comme celui de Abdelhak Razouzi, le néoconstitutionnalisme marocain à l'épreuve du printemps arabe. Et puis bien d'autres, bien sûr, là ce n'est qu'un exemple. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment on peut conclure sur une question qui reste toujours posée? Chaque époque apporte de nouvelles réponses, d'autres œuvres restent à étudier, et bien d'autres à écrire, parce que évidemment, moi je n'ai pas fait une encyclopédie de tout ce qui a été écrit, mais j'ai fait des choix. Ce que l'on peut retenir de cet essai, c'est la thématique de l'histoire de la littérature maghrébine, qui, selon Marc Gontard, que je citais tout à l'heure, est rarement abordée, je le cite, de manière aussi globale. C'est cette approche globale qui est intéressante. Il y a autre chose à dire. Face à une histoire en miettes et une identité tiraillée, la littérature permet d'inscrire l'histoire dans la mémoire culturelle par une déconstruction ou une reconstruction des mythes. Par exemple, Didon, nous on la connaît dans la littérature, lorsqu'on était à l'école, comme l'amante délaissée. Didon est née, qu'il abandonne et elle se brûle. Maintenant, on ne parle plus de Didon, on ne parle que de Alissa. Et Alissa est partout, que ce soit dans les biscuits, que ce soit dans les hôtels, que ce soit dans les livres, dans la littérature. Alissa, alors Alissa, maintenant on sait qu'elle est tolérante, elle a même maintenant, on lui a inventé une fille qui va se marier avec le roi berbère et qui va... ça déborde de tous les sens. Hannibal aussi, il y a plusieurs romans, je ne vais pas citer tous les exemples. Hannibal, il y a beaucoup de romans aussi. Donc il y a maintenant, l'histoire n'est plus du tout celle qu'on connaît. Une histoire du Maghreb donc constamment renouvelée et que la littérature ne cesse d'interroger. Voilà, je vous remercie. Voilà, merci. Merci à vous. Très tous. intéressant. Voilà, un peu en bref, hein, c'est juste pour donner envie de lire, c'est tout. Mais disons, mais je vais être quand même, j'allais dire pas modeste, mais honnête. Ce livre pourrait être
multiplié par 10 ou même par 100. Parce qu'il y aurait tellement à explorer, tellement dire. Mais moi, ce que je voulais faire, et vu évidemment le temps, et vu mon âge et tout, je voulais marquer le coup par une méthode de lecture. Une méthode de lecture et pourquoi ces questionnements sur l'histoire que l'on trouve très spécialement dans cette littérature. Parce que, évidemment, quand on parle de littérature française, moi je vais beaucoup travailler sur le roman historique, c'est pas la même chose. Dans le roman historique, on est beaucoup plus libre, on invente des personnages, on crée des personnages, on rajoute. Là, on questionne l'histoire et on cherche à l'écrire et on cherche à une identité. Il y a une véritable crise de l'histoire que moi j'ai intitulée en question. J'aurais pu mettre en crise, j'aurais pu mettre d'autres mots. Voilà. Merci pour l'écoute. Oui, merci beaucoup, Lydia, pour cette présentation qui donne vraiment envie de lire ce livre. Je rebondis juste sur la dernière phrase que tu viens de dire quand tu parles de l'histoire en question. Je crois que c'est mondial. Ouais. C'est pas simplement, me semble-t-il, propre à ce qui se passe dans cet Orient tourmenté, dans cette région qui vit des drames en ce moment et qui connaît ce printemps arabe depuis 2011. C'est mondial, cette crise que connaît l'histoire et cette remise en question de l'histoire. Là, c'est une étude de rapproche, mais juste sur ce point. Il y a une autre question qui m'est venue à l'esprit dans l'avant-dernière image à propos des printemps arabes. Quand tu évoquais la Tunisie, que tu disais qu'il y avait aujourd'hui deux visions qui s'affrontaient, celle d'un retour à Carthage. Alors là, c'est la surprise totale pour moi. Ouais. Je n'arrive pas à concevoir ce que cela peut être, cette envie d'un retour à Carthage. La Oumma, je la comprends très bien, mais qu'est-ce que ça signifie? Alors, le retour à Carthage s'explique par justement, c'est pour ça que j'ai commencé par la littérature coloniale. Pendant l'époque coloniale, les Français, on les appelait les Roumis. Les Roumis, c'est quoi les Roumis? Rouema, on l'appelle en arabe, Rouema. Je sais pas, en Algérie aussi, je crois. Non, oui, les Roumis. Alors, les Roumis, moi, quand j'étais petite, je ne comprenais pas du tout ce que ça veut dire, Roumi. Pourquoi Roumi? Et en fait, c'est parce que c'était des Romains qui étaient devenus les Gallo-Romains, qui ont pris la place des Romains, et qu'entre deux, il y a un vide. C'est les États barbaresques, c'est le vide, il n'y a pas d'histoire. Donc du coup, c'est pour ça que cette littérature, bon, peut-être que ça existe dans le monde entier, mais cette littérature maghrébine, elle se démarque par justement cette attitude envers une littérature qui est un déni de l'histoire. Et elle essaye de s'interroger, de trouver des ancêtres. Le premier roman qu'on connaît, c'est Nejma. Nejma, c'est quoi? C'est un ancêtre qui est inconnu. On ne sait pas si elle était berbère, si elle était sorcière, si elle était une grande dame, si elle était musulmane, si elle était... Nejma, c'est une étoile. Et cette recherche, on la retrouve dans beaucoup de livres. L'histoire, elle est permanente, Et les études qui ont été faites, elles ont été faites de manière toujours sur un roman, sur 3 romans, etc. Et là, quand on fait le lien avec les Roumis et le côté... Donc on comprend ces interrogations qui sont dans cette littérature maghrébine, qui sont légitimes dans la mesure, je l'ai dit au début, comment on veut effacer le décor qui est là entre les deux histoires. Et l'histoire commence, et d'ailleurs après c'est les Byzantins, et la Vigerie reprend l'histoire byzantine. Et on va, par exemple, on va faire des fouilles à Carthage dans les monuments byzantins. On va faire des fouilles sur les monuments où ont été sacrifiés, par exemple, Sainte Perpétue, Sainte Félicité. On va reconstituer tout ça et on va montrer que c'est ça la Tunisie, c'est l'histoire. Et là, évidemment, dans la littérature maghrébine, c'est un peu comme l'exemple de Didon qui devient l'histoire. Didon, personne maintenant ne parle de Didon, parce que Didon, c'est une création aussi de Virgile. C'est même pas la même époque, d'ailleurs, entre Didon et Énée, mais il a créé un mythe aussi. Donc l'histoire aussi, comme l'Odyssée, l'histoire, elle se construit sur une littérature, sur l'imaginaire, sur une représentation, comme on dit
en critique littéraire. Donc c'est ça. Et après, ça passe dans tous les esprits. Et quand on veut connaître l'histoire, même les historiens ont du mal. Même les historiens. On a besoin de sources, effectivement, je pense. Il y a plusieurs écritures de l'histoire. La même histoire, elle est écrite de plusieurs façons. Mais la littérature ici, elle est intéressante parce qu'elle ouvre des brèches, elle s'interroge, elle dit. Mais moi, mon père, par exemple, Schreibi dit, mon père m'a dit que Tarek, c'est un héros. Et quand on va à l'école, on nous dit, non, c'est un berbère qui était un voyou, etc. Donc, alors lui, il écrit un roman pour essayer de comprendre qui est Tariq. En plus, son père lui a donné son nom, Tariq. Donc il dit, moi je suis Tariq, je suis quoi? Je suis un héros, je suis un voyou. Et ça crée des... Et donc c'est la question, c'est pour ça, c'est l'histoire en question. Donc voilà. Par exemple, là, on avait un hôtel à Tunis, ça s'appelait l'hôtel Didon. Maintenant, donc même l'hôtel Didon. Oui, maintenant, on a écrit sur la place la reine Alissa. Donc, du coup, c'est remplacé. Et dans l'imaginaire, et même chez les jeunes qui n'ont pas lu Virgile, parce que on n'étudie plus Virgile à l'école, pour eux, ils connaissent Alice, ils ne connaissent pas Didon. Et ça, c'est la littérature qui essaie de remuer cela. On a un écrivain qui s'appelle De Rouge, lui, c'est un mordu de cette et qui pour lui Carthage, il veut vraiment nous parler uniquement que de Carthage avant les Romains et récemment d'ailleurs il y a en ce moment une exposition sur Flaubert et sur Salammbô. Il a fait plein de trucs sur cette histoire des mercenaires, etc. C'est incroyable, hein. Et donc, il y a encore une interrogation sur l'histoire avant les Romains. Parce que les Romains sont considérés aussi comme des colonisateurs. Donc, et est-ce que... Alors, il y a ceux qui s'interrogent aussi sur Alice. Est-ce que aussi, c'est pas une colonisation? Les Phéniciens, qui ont colonisé. Mais en même temps, parce qu'elle n'avait plus de patrie. Et c'était elle a essayé de créer une nouvelle république, etc. Donc là aussi, ça agite c'est des questions qui vont dans tous les sens. Mais la littérature ne donne pas de réponse, c'est pas de l'histoire, on ne donne pas on nous laisse réfléchir à la question. L'histoire ne donne pas toujours non plus. L'histoire ouvre parfois. Oui, l'histoire, mais ça dépend des écoles historiques et ça dépend des historiens, mais enfin, l'historien nous donne quand même une chronologie, il nous explique les faits, etc. Mais la littérature, elle explore ce brouillard, en fait, et elle a la recherche d'identité. Quelle est cette identité? Quelle est cette histoire? Qui suis-je? D'ailleurs, à la fin, j'ai cité une avocate et journaliste en même temps qui dit, qui se pose la question si elle est arabe, si elle est ceci, si elle est... Et il y a aussi l'histoire de l'Afrique maintenant qui agite énormément le Maghreb. Est-ce qu'on fait partie de l'Afrique? Est-ce que les Africains sont... est-ce que les Tunisiens ou les Algériens, etc., est-ce qu'ils sont africains ou est-ce qu'ils sont maghrébins? Est-ce qu'on était noirs aussi et qu'on s'est mélangé avec pour devenir comme ça bistre? Donc il y a tout. Et il y a, alors ce qu'il y a en ce moment, il y a aussi des études, je vois le livre, je t'ai offert, Sofiane, le livre sur comment dire, sur l'ADN, sur la génétique, oui, c'est ça. Donc maintenant, on fait même de l'anthropologie génétique. Oui, exactement. Ah, je crois que c'est le journaliste qui est arrivé. Ah. C'est Mohadine? Oui, enchanté. Bon, on a commencé... C'est le fameux journaliste. Bonjour. On peut faire un résumé.
Peut-être les jeunes pourront nous faire un petit résumé de la présentation. On va les tester. On va les tester, Nadia. Je suis aussi éloquente que Mamie. Vous m'avez reconnu, Nadia? Je suis la fille de Nadia. Je suis en train de filmer. Il faut faire la bise. On va faire un petit montage. قبل ما نبدا حاولت نصلي انا جنبي. Vous attendez. Oui. Mais c'est pas grave, on va faire un débrief. Valentine va nous faire un petit. Lire le Ouais, le livre, je pense. J'ai fait un petit PowerPoint pour العباد اللي يتكلموا ناخذهم من تاريخي عايشه. Là, on a commencé la discussion. Tu peux nous refaire un petit truc, enfin, un petit 5 minutes, quoi, peut-être, pour Monsieur Mouhedine. Je refais le mot. Non, mais les trois, je sais pas, les idées principales, quoi. Oui, oui, donc je disais que c'était un livre sur un questionnement de littérature sur l'histoire. Qu'est-ce que c'est que l'histoire par rapport à ce qui a été dit dans la littérature coloniale? Parce que moi j'ai beaucoup travaillé, comme Siné dit d'ailleurs, sur la littérature coloniale. Et je partais de cette idée que la littérature coloniale, c'était nous donner un déni de la littérature, de l'histoire du Maghreb. Il n'y a pas d'histoire du Maghreb. L'histoire du Maghreb s'est arrêtée avec les Romains et les Byzantins, en fait. Elle s'est arrêtée à cette époque-là, et que depuis cette époque, il n'y a pas d'histoire. Et que l'histoire reprend avec les Roumis, et les Français, qu'on appelait les Roumis d'ailleurs, et qui se fait appeler les Roumis. Donc il y a rien, il y a un vide. Et toute la littérature essaie de montrer qu'il y a un vide, et que maintenant les gallo-romains vont apporter une histoire, ils vont créer donc un État, une histoire, etc. On entend qu'il y a un vide. Et la littérature, alors les écrivains qui ont commencé, qui ont été à l'école française, et qui ont appris tout ça, quand ils ont commencé à écrire, ils vont se poser la question: qui sommes-nous? Quelle est notre histoire? Qu'est-ce qu'il y a dans ce vide? Et ils vont piocher un peu partout sur l'histoire, les légendes, les mémoires, les récits familiaux, les lectures. Bon, mais ils n'abordent pas beaucoup la littérature, par exemple arabe. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Par exemple, Ebed Khaldoun et tout ça, même, puis ils n'ont pas été traduits ces textes. En Algérie, par exemple, ceux qui écrivaient en français, en général, ne lisaient pas l'arabe. Donc, du coup, cette littérature a pris tout de suite ce questionnement: qui sommes-nous? Quelle est cette histoire? Quels sont ces conquérants? Etc. Voilà, c'est un petit peu ça, le propos. Voilà, c'est un peu l'intérêt. Mais c'est pas un livre très consistant, dans la mesure où je n'aborde pas toutes les questions et toute la littérature, mais disons, je donne plus une démarche, c'est plus une démarche qui peut être un centre de réflexion pour des jeunes qui vont s'intéresser, ou des moins jeunes qui vont s'intéresser à ces questions, parce qu'ils vont trouver une méthode, disons, voilà. C'est plus une méthode d'approche qu'un travail de thèse, quoi. Oui, c'est... Oui. Et du coup, Manu, on serait plus des... Enfin, on est un peu un mélange de tout, de carthaginois, de berbère, de tout. Et toi, tu te sens... C'est pas ça qui est beau, genre, qu'on soit un mélange un peu de tout. Et je sais pas, toi, tu te sens un peu... Enfin, je sais pas comment expliquer ma question. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais je vais réfléchir à comment on va formuler. Non, mais j'ai compris, tu te sens. C'est quoi ton identité? C'est ça? T'as une identité multiple. À qui tu t'identifies le plus, au fait? Enfin, comment tu te repères dans tout ce magma? Je pense, hein, c'est ce que j'ai pu comprendre. J'étais arabe à tout le monde, sauf que je ne me considère pas dans la culture. Berbère. J'ai plus été enseignée, ma grand-mère m'a plus enseigné la culture carthaginoise, les contes de Elissa qu'elle me lisait tous les soirs pendant les vacances. Je vais te lire ça, ce que dit Maya Ksouri, justement. Je ne suis pas arabe, je suis peut-être la petite fille de la reine Amazir Dia, c'est la Kaina, ou la petite fille de la reine Elissa,
ou peut-être la petite fille du général carthaginois Hannibal. Ma grand-mère avait un tatouage amazigh sur son front. La majorité d'entre vous vont me poser la question, êtes-vous musulmane? Oui, musulmane. L'islam n'est pas l'apanage des Arabes. Même les Turcs, les Kurdes, les Philippins, les Indonésiens sont musulmans. Et même certains Européens sont musulmans. Tous les livres de l'histoire ont reconnu que les Amazirs étaient les peuples autochtones de l'Afrique du Nord, envahis par les peuples phéniciens, romains, byzantins, ottomans, français, etc. Les conquêtes arabes du 7e siècle étaient des invasions de guerre dirigées par des soldats sanguinaires et n'étaient pas qu'une simple migration des populations du Sahara vers l'Afrique du Nord. Pour cela, tous les Tunisiens qui se prennent pour des Arabes à l'origine ont intérêt à chercher leur vraie origine, c'est le plus important. Merci. Elle résume ça. Répond bien à ma question. Voilà, c'est une question qui reste posée. C'est pour ça que j'ai mis histoire en question. Je n'ai pas de réponse. Alors, justement, quand on parle d'histoire, c'est toujours basé sur des faits, sur des trouvailles, des événements, ou des personnalités. Donc c'est quand même assez bien documenté. Après, il y a des vides, évidemment. Et généralement, l'histoire est écrite par les gagnants. Donc, par ceux qui vont après... Voilà, ceux qui vont l'écrire, l'histoire. Qui vont l'écrire d'une certaine manière. Tout à fait. La littérature, l'histoire dans la littérature, on peut dire c'est plutôt du roman, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc c'est un peu romancé, c'est un peu l'imaginaire qui vient un petit peu challenger, on va dire, l'histoire officielle telle qu'elle a été dictée. Mais je ne vois pas trop comment la littérature, qui va en fait mettre un peu de fiction des fois sur des personnages qui n'ont jamais existé, qui sont peut-être juste de la fiction, pour challenger l'histoire telle qu'elle a été écrite ou telle qu'elle a été rédigée. Dans le cas de la littérature maghrébine, c'est très spécial. Hein. Je le dis parce que moi, j'ai étudié la littérature anglaise et française dans ce sens-là. Dans le cas de la littérature maghrébine, c'est très spécial parce que il s'interroge sur une histoire qui n'est pas écrite et qui est rejetée, il y a le déni. J'ai parlé de l'histoire par la littérature coloniale, donc il se pose des questions, il n'apporte pas de réponse, il pose des questions, il s'interroge par rapport à leur vécu, par rapport, quand elle dit ma grand-mère elle avait un tatouage amazigh, donc ce tatouage c'est pas quelque chose d'anodin, donc ça se rattache à quelque chose, à une histoire. Donc tout indice peut permettre à la littérature de s'interroger. Alors le fait de s'interroger sur ça, ça peut donner aussi des solutions aux historiens, parce que les historiens, souvent, ils piochent les littéraires pour connaître l'histoire sociale, l'histoire politique, le vécu, etc. Donc ils vont, mais ils ne croient pas trop à la littérature. Alors, il y a toujours un conflit entre littéraires. Moi, je l'ai vécu à la fac pleinement, parce que je me suis toujours intéressée à l'histoire, et les historiens disent « Oui, mais elle n'est pas historienne, elle est littéraire, on raconte n'importe quoi, c'est de la littérature, c'est de la fiction, c'est du rêve, c'est... » Non, mais c'est ça. Mais en fait, la littérature, c'est vraiment la base. Comme je dis, les grands textes de la littérature ont commencé avant l'histoire. Les grands textes qui sur l'histoire ont commencé par la littérature, que ce soit dans la littérature arabe, chinoise, grecque ou même romaine. Je parlais de Virgile tout à l'heure et de l'Odyssée. C'est de la littérature. Mais à partir de ça, les historiens piochent des choses, ils vérifient. Ils vérifient, ils temporisent, ils mettent une chronologie, ils essaient de... Et puis les archéologues maintenant, ils cherchent à vérifier encore plus. Et puis les anthropologues, ceux qui font les analyses ADN, tout ça. Donc ça va très très loin maintenant. Mais la littérature, elle est... Parce qu'elle est spontanée, elle est véridique, elle donne, on a vu Jugurtha, par exemple, comment Amrouche, je suis l'éternel Jugurtha, parce qu'il sentait que cette frustration d'être envahi par de nouveaux Roumis,
en disant moi je suis l'éternel Jugurtha, donc je vais lutter. Jugurtha a lutté contre les Romains et il est mort et il a été traîné par terre, etc. On l'a amené à Rome, il est mort dans une geôle, dans le noir, humilié, et on ne voulait plus du tout que comment dire, les autochtones, oui, les Numides réagissent, et du coup après la domination romaine était totale, et on répétait le mot, il faut que Carthage, Dalanda Est, voilà, c'est ça qui est. Et puis après on a tout détruit, on a brûlé les terres, on a brûlé, et Carthage est resté pendant 100 ans sans vie. Puis après on a reconstruit Carthage, mais Carthage qu'on connaît aujourd'hui c'est Carthage romaine. Bon, après maintenant il y a des fouilles qui nous permettent de découvrir la Carthage punique, mais c'est encore à faire. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et finalement, la littérature, ce n'est pas que l'imaginaire ou les mythes, au fait, mais il y a de la confidence, au fait, il y a de l'ordre, de l'intime, c'est un dévoilement, chose que les historiens ne l'ont pas comme matériel. Et donc vous puisez, au fait, dans la littérature, justement, vous êtes à la recherche, au fait, de cette... de l'identitaire, au fait, à travers ces écrivains maghrébins, en fait, de ce qui n'a pas été dit par l'histoire, en fait, par les historiens, que ce soit à l'époque coloniale ou aujourd'hui. C'est ça. C'est ça. Et c'est encore d'autant plus fort, finalement, parce qu'il y a des révélations, il y a de l'ordre de l'intime dans la littérature, enfin, quand on ne retrouve pas dans l'histoire, enfin, dans la discipline de l'histoire, en fait. Je pense que c'est ça aussi, non? Enfin, très intéressant. Je crois que ce sont deux méthodes qui sont différentes de façon. Ouais. C'est vrai qu'il y a parfois des incompréhensions, et c'est un peu dommage, à mon avis. Les historiens sont peut-être un petit peu jaloux que les littéraires écrivent mieux, voilà, et que la langue soit beaucoup plus lyrique, que l'imaginaire. On a depuis le XVIIe siècle, un peu en France, cette idée depuis le classicisme que l'imaginaire est une passion inférieure et qu'il faut avoir un esprit classique et rationnel. Moi, je suis très rationnel. J'aime la rationalité, mais je n'aime pas la rationalité desséchante. J'aime également que, tout en ayant les pieds sur terre et un esprit rationnel, nous comprenions que nous sommes des êtres humains faits de chair, de sang, de passion, de crainte, d'envie, de jalousie, tout ça, et on retrouve beaucoup plus dans la littérature que dans l'histoire. Maintenant, il y a une réflexion qui m'est venue quand j'entendais tout à l'heure l'intervention de monsieur qui disait que l'histoire était toujours écrite par les vainqueurs. Je crois que ça a été vrai pendant longtemps et que quand même, heureusement, depuis à peu près un siècle et depuis l'école des Annales, on a une démarche autre. Mais voilà, et on essaye vraiment quand même de donner la parole à l'autre, celui qui pendant longtemps a été tu. Alors c'est un peu ambigu parce que je pense qu'on peut encore garder cette idée que malgré tout l'histoire n'est pas toujours objective, qu'elle ne l'est pas toujours dans certains pays où elle est un peu orientée. Moi, avec ma petite expérience personnelle, j'ai déjà eu des discussions où j'ai dit à des gens, alors ils me croient ou ils ne me croient pas, mais vraiment, le plus honnêtement du monde, j'aurais tendance à dire que je n'ai jamais été induit dans mes recherches, que j'ai toujours été vraiment très libre d'écrire ce que je voulais, que nous en discutions, que nous en débattions, que parfois des gens n'étaient pas d'accord avec les analyses, mais je me suis quand même toujours senti libre et jamais une chape de plomb me disant non, il ne faut pas écrire ça ou il ne faut pas aborder ce sujet-là. Donc je sais que ce n'est pas le cas partout. Je sais qu'il y a parfois des directeurs de recherche qui n'apprécient pas certaines orientations ou certaines libertés de leurs jeunes chercheurs. Moi, j'ai eu la chance réellement de toujours être entouré de gens qui ont eu l'esprit extrêmement ouvert et qui m'ont parfois réorienté parce que me disant que peut-être je pouvais me tromper dans certaines de mes analyses, mais je ne sentais vraiment pas une pression. Et j'apprécie énormément cela. Je crois que ça n'a pas toujours été le cas. Je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons
Ce n'est pas le cas partout, évidemment. Ce que je dis, c'est peut-être des généralités un peu simplistes, mais qui ont cours dans certaines universités, dans des pays qui sont encore des démocraties pour que ça dure. Maintenant, je crois que cette idée vraiment qu'il y aurait une histoire systématiquement dont nous devrions nous méfier, je pense, nuit plus à la science historique et à la démarche historique qu'elle ne la sert. Mais moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose de très, sur lequel j'ai mis l'accent, quand même, c'est sur le roman national. C'est-à-dire, il y a des choix politiques. Et c'est ça qui fait que les écrivains vont réagir. Ces choix politiques. Et ben, on le voit même de nos jours, ce qui se passe dans le monde. Il y a des choix qui conditionnent l'histoire et la lecture de l'histoire, dans un sens ou dans l'autre. Mais les écrivains, eux, ont cette liberté que peut-être l'historien n'a pas. Cette liberté, justement, de remettre, on le voit dans le cas du Hirak, par exemple, cette liberté, bon, qui ne va peut-être pas trop loin, mais qui pose la question, qui secoue le cocotier en disant non, c'est pas ça, on a vu ça. Mais c'est ça finalement qui est le débat, que nous ne soyons pas d'accord sur certaines analyses. Tant que cela reste de l'ordre du débat, même si parfois nous nous engueulons un peu, même si parfois le ton, ce n'est pas si grave que ça. Nous avons une interprétation d'un événement, nous avons notre propre grille de lecture, nous avons nos propres prismes, nous avons nos propres héritages culturels, familiaux, des enseignants qui ont eu une influence sur nous. Voilà, comment dire, façonner l'individu que chacun d'entre nous est, et nous avons des grilles de lecture. Au sein d'une famille, on peut s'engueuler sur certains sujets, alors que nous sommes dans la même famille. Nous avons des interprétations différentes, des sensibilités différentes. C'est ça qui fait la richesse de l'être humain. Tant que nous pouvons le faire dans un contexte de liberté et où nous acceptons que l'autre est une analyse différente de la nôtre, ce n'est pas si grave que cela. À partir du moment où, évidemment, nous restons dans certaines limites, où nous n'appelons pas à la destruction de l'autre, ou à l'annihilation de l'autre, ou à son interdiction de s'exprimer parce que son propos serait intolérable. Voilà. Mais là, moi, ce que je veux dire, parce que, par exemple, l'histoire contemporaine, on voit bien, par exemple, au Maroc, il y a des écrivains, et même en Algérie, on a vu le dernier prix concours qui nous parle d'une histoire quand même qui est relativement récente et qui nous donne des détails que les historiens et que même les archives ne nous permettent pas encore de découvrir. Et là, il y a quelque chose, en Maroc, il y a un écrivain qui s'appelle Abdelrahim Kamel qui, lui, décrit toute cette partie de violence. Il a écrit une trilogie sur les régimes de Mohamed V jusqu'à le dernier roi. Et il parle de ses prisons, il parle des choses absolument. Mais c'est l'histoire récente, là. Il y a l'histoire récente qui dénonce aussi, qui montre que les historiens n'ont pas encore écrit ou n'ont pas encore accès aux archives, parce qu'il y a une date limite pour accéder aux archives, je ne sais pas s'il faut 50 ans, je crois. Ça dépend quand elles sont déclassifiées. Je sais que l'actuel président en France a déclassifié certaines archives. Oui, donc il y a des archives qui restent encore inaccessibles, alors que l'écrivain, lui, a il écrit de manière libre, sans chercher à être vérifié si c'est 100 morts ou si c'est 105. Alors que l'historien, il est beaucoup plus scrupuleux. Il veut être précis. Mais c'est parce que les démarches sont différentes. Ça dépend des démarches, mais quand même, l'historien ne dit pas n'importe quoi comme ça. Non, c'est ça, mais un historien qui ne serait pas scrupuleux, finalement, perdrait en crédit. Alors que quand il apporte des preuves de ce qu'il dit, il est inattaquable, sauf à être face à quelqu'un qui ne veut pas recevoir la vérité comme telle et qui écrit une autre vérité. Et là, on a vu, par exemple, Nadia, dans le livre précédent sur littérature interactive, j'ai parlé des femmes qui vont écrire, qui vont participer à comment ça s'appelle, la chambre,
les députés, les femmes députées pendant la révolution tunisienne, et qui vont écrire, parce qu'ils vont écrire en même temps qu'elles relèvent tout, et elles vont sortir des livres, des pavés, pour dire, comme ça, pour l'histoire, on ne va pas dire, on l'a oublié, on ne le savait pas. Nous, on était là, et on a revendiqué ces choses, on a discuté telle question. Oui, à l'Assemblée nationale, telle que Nadia Charbel, oui, qui a sorti Nadia Charbel, j'en parle dans mon 700 pages, je crois. Comme quoi, finalement, je poursuis la même idée. Et là, elles écrivent au jour le jour et pour garder des traces. Et elles publient. Et elles disent, voilà, comme ça, c'est un témoignage. C'est l'histoire immédiate. C'est incroyable, ça. C'est pas... c'est pas les historiens qui vont l'écrire. Les historiens ne peuvent pas l'écrire tout de suite. L'histoire immédiate, bon, c'est du journalisme, c'est des reportages. Peut-être les écrivains sont avant-garde, alors avant-gardistes, enfin, plutôt, non, enfin, oui, bien finalement, sûr. parce que voilà, enfin, ils précèdent un peu le temps. Enfin, vous n'attendent pas 50 Et ans. comme en Algérie aussi, il y a eu beaucoup d'écrivains. Ils sont plus libres, en fait. Beaucoup plus libres. Quand on parle de littérature, excusez-moi, quand oui, on parle de littérature, pour moi, on parle de fiction. Ces femmes, elles sont pas romancières, elles écrivent des témoignages. Et en fait, je pense que l'historien, c'est quelqu'un qui, c'est comme l'essai, hein. On est dans la réalité, on est dans la vérité, qui présente des faits et que c'est factuel, avec des dates, etc. Un écrivain, un romancier par exemple, une romancière, qui verse dans la littérature, donc dans l'imagination, il va puiser tout ce qui concerne l'histoire, une période, et il va transgresser cette histoire. Il va garder peut-être les dates les plus importantes, et il va là faire appel à l'imagination, c'est-à-dire qu'il va créer des personnages, une histoire racontée. Donc c'est différent. L'approche est complètement différente. Oui, mais ce qui compte, c'est de laisser une trace de cette période. Oui, bien sûr. Ce qui compte, c'est que l'histoire ne soit pas seulement écrite après coup. L'histoire est écrite au fur et à mesure. Alors évidemment, il y a la fiction, il y a la réalité. Il y a des auteurs qui créent des personnages, qui imaginent, etc. Dans un contexte historique, on se rattache de contextualiser, comme on dit, leurs personnages, de les mettre dans le contexte. Et puis, il y a ceux qui partent de la réalité. Par exemple, toute la polémique qu'on a vue là récemment sur le livre de Kamel Daoud sur Houri, et on lui dit, bon, tu as copié le... Il lui dit, non, moi j'ai vécu tout ce monde et puis j'ai écrit, il a inventé ce personnage. Bon, mais des personnages comme il a inventé, il y en a plusieurs. Donc, il y en a une qui s'est reconnue dans ces personnages. Hein? Il y en a une qui s'est reconnue et elle a dit, c'est moi. Et c'est mon histoire, etc. Alors que l'écrivain, lui, il part d'une réalité et il crée une fiction. L'écriture, c'est une fiction. C'est pas comme l'historien. L'historien, c'est une démarche différente. Et c'est pour ça qu'il pose des questions. C'est pour ça que ça nous interpelle, parce que, mais en même temps, on n'y croit pas. On n'y croit pas à 100%. Moi, je sais pas sur le fait que l'histoire, moi je pense qu'il y a Ouais, plusieurs niveaux d'histoire. Il y a l'histoire pour les... Dans ton livre, quand tu parles de littérature, tu parles aussi bien de l'essai, puisque oui, de l'essai, de la poésie. Par exemple, il y a le portrait du colonisé d'Albert Lévy, qui n'est pas un roman, mais qui est... Et après, il y a Medel également, Medel, les essais, lui. Littérature au sens global. Voilà, c'est ça. C'est pas les romans, c'est pas... Parce qu'il y a des travaux sur le roman. Le roman maghrébin. Donc moi j'ai essayé de prendre une longue période et sur piocher sur un peu comme pour le livre, sur plusieurs genres. Parce que ce qui compte, c'est la démarche, en fait. Oui, bah voilà, c'est son style. C'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, on suit le débat et on est complètement d'accord avec toi. Tu nous enlèves les mots de la bouche. Exactement. Je te jure.
Donc justement, c'est une convergence entre plein de différents styles littéraires. Et pourquoi mettre une différence entre imaginaire, enfin fictif et réel en vrai? Parce que tout va ensemble. Et justement, c'est l'art de ton livre, c'est de comprendre la globalité et pas... Ce qui est extraordinaire, la littérature, elle permet vraiment de donner cette liberté, finalement, à l'écrivain de dire les choses que l'historien ne peut pas se permettre. Parce que l'historien, il faut qu'il se base sur des documents, c'est méthodique, alors que lui, justement, il va dire des choses les inédites, enfin non dites, quoi. Enfin, c'est ça, non, enfin, il va nous renseigner sur la société, sur le ressenti, sur les liens de parenté. Il va nous dire des choses qui sont... Et après, les historiens prennent le fait d'être... C'est drôle parce que moi, en tant que cinéaste, je ferais un parallèle entre le cinéma-fiction et le documentaire. Le documentaire ne permet pas de traiter les mêmes questions qu'un film de fiction, en fait. Merci beaucoup. Non, c'est là.